comment une simple sortie en jet ski se transforme en une idée de création de marque de smartphone. Pourquoi une marque technologique B2C devient une marque engagée dans la souveraineté nationale. En quoi un projet événementiel devient également un outil de R&D. Dans cet épisode, nous partons à Aix-en-Provence, discuter avec le directeur marketing de la marque de smartphone Crosscall, une marque française engagée et passionnante au positionnement inédit sur le marché. Bienvenue dans 30 minutes de Marque au Soleil, le podcast qui met en lumière les marques créées dans le Grand Sud. Elles sont nombreuses, ces grandes marques créées au sud du périphérique parisien, connues ou inconnues du grand public et que nous côtoyons au quotidien. Je suis Frédéric Barré, consultant en marketing, intervenant en école de commerce, passionné par les histoires de marques. Nous allons passer un moment avec leurs créateurs, leurs dirigeants ou leurs responsables de la com et partager leurs valeurs, leurs enjeux, leurs stratégies et leurs innovations. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est à Aix-en-Provence que j'ai posé mon micro pour retrouver Benjamin Schweitzer, directeur marketing de Crosscall. Crosscall, c'est une marque française de smartphones, de téléphones mobiles et d'accessoires créée ici, à Aix-en-Provence, en 2009. Sur un marché qui est depuis quelques années saturé, ultra compétitif et même en baisse, Crosscall se distingue par un positionnement vraiment spécifique et des engagements très forts. Et ce sont les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire partager l'identité de cette marque. Bonjour Benjamin. Bonjour. Nous sommes ici dans le superbe siège de Crosscall à Aix. Il s'y passe plein de choses. Je crois savoir qu'il y a jolis projets à venir. Avant de parler du futur, est-ce qu'on peut faire un petit résumé de l'histoire de Crosscall déjà ? Ouais, tout à fait. Crosscall, c'est une marque qui est née il y a une quinzaine d'années. C'est une marque qui est née sous l'impulsion de Cyril Vidal, donc le créateur qui aujourd'hui est toujours PDG de l'entreprise et qui, il y a quelques années, pratiquait régulièrement le jet à bras, donc le jet ski, et qui, un jour de tempête, a fait le constat que finalement, s'il lui arrivait un problème en mer, il aurait toutes les difficultés du monde à prévenir, sachant que sur un jet, il n'y a pas de radio, qu'à l'époque, il y avait très peu de téléphones étanches, et il est parti de ce constat-là. De ce constat-là, il a fait un test, donc il est allé tester si finalement ce besoin qu'il avait ressenti était un besoin qui était partagé par une population un peu plus large et en priorité dans l'univers du sport. Donc il est allé faire un test chez Decathlon. Ce test a été validé et en même temps, il avait la conviction dès le début que ce besoin de résistance, de sécurisation, d'étanchéité était aussi un besoin qui était ressenti dans l'univers professionnel. Parce que lui, il évoluait dans le monde du BTP, de l'industrie, de la pétrochimie, et il voyait au quotidien les cases d'écran, la perte d'opérationnalité et tout ce qui est lié à finalement à la casse d'un téléphone ou le manque de fiabilité d'un téléphone. Parti de ce constat-là, il a dit OK, je vais me lancer. Donc c'est de là qu'est née l'aventure entrepreneuriale de Crosscall, qui commence par la création du premier mobile totalement étanche et flottant, le Shark, qui est un peu le modèle iconique de la marque puisqu'il a connu 3 versions. Et c'est vraiment ce premier modèle qui a marqué la création de la marque. Et puis ensuite, l'histoire a été marquée à la fois de rencontres, à la fois de sorties produits et à la fois d'innovation. Et donc là, le premier grand tournant, c'est quand David Eberle, l'ancien président de Samsung France, nous rejoint. Sous son impulsion et avec le travail de toutes les équipes techniques, on a réussi à se faire référencer chez les opérateurs. Et surtout, au-delà du référencement, c'est répondre techniquement au cahier des charges imposé par les opérateurs. Parce qu'on n'en a pas forcément toujours conscience, mais finalement, les téléphones qui sont proposés par les opérateurs sont des téléphones qui répondent à des cahiers des charges qui sont extrêmement exigeants, que ce soit en termes de captation du réseau, en termes de fiabilité, en termes d'autonomie. Et finalement, quand un téléphone n'est pas présent chez l'opérateur, une marque, c'est souvent parce que, techniquement parlant, ces produits ne répondent pas au cahier des charges ou qu'à un moment donné, elle n'a pas fait le pari de faire ce saut-là. Nous, on a fait le pari. Du coup, ça nous a permis de passer de quelques centaines de points de vente à plusieurs milliers de points de vente et surtout de valider un niveau d'exigence technique. Et derrière, les équipes produits et les équipes techniques ont développé des nouveaux produits qui étaient plutôt typés pour l'outdoor, l'aventure, l'utilisation en extérieur, etc. En parallèle de ça, le monde a connu et continue de connaître une digitalisation des métiers, et en particulier sur les métiers de terrain. Donc ça va de
Le technicien EDF qui va aller faire des relevés, finalement, aujourd'hui, il les fait plus sur du papier, il va les faire sur une tablette. Ça va aller dans des entrepôts. Aujourd'hui, on va scanner peut-être aussi bien avec un smartphone qu'avec un scanner, etc., etc. Et finalement, on s'est retrouvé à répondre à des appels d'offres d'entreprises qui n'avaient rien à voir avec le monde de l'outdoor, mais qui cherchaient par contre des téléphones destinés à être utilisés de manière intensive. Et c'est comme ça qu'on a réussi à remporter le marché de la SNCF. Donc c'était il y a 4 ans, donc un marché de plus de 20 000 terminaux, donc pour équiper des agents SNCF qui passent leur journée non pas dans la forêt, mais dans un train, sauf que le train, il va à 300 km/h. Et donc, du coup, il est constamment en train de chercher une antenne. Donc, il faut qu'il capte extrêmement bien et il faut qu'il ait une gestion de l'autonomie qui soit extrêmement adaptée parce que l'agent SNCF, il peut pas se permettre de ne plus avoir de batterie quand il doit renseigner les usagers. Donc, cet appel d'offres a été un tournant dans le fait que il y avait un vrai marché sur le monde de l'entreprise et qu'aujourd'hui, il y avait un vrai besoin pour des terminaux conçus pour un usage intensif. De cette réflexion-là, en fait, on a créé une gamme qui s'appelle la gamme Core, avec des terminaux qui sont vraiment dédiés au monde de l'entreprise, avec des niveaux de résistance, des niveaux de performance, des niveaux de compatibilité avec les réseaux, compatibilité avec des applications métiers qui font qu'aujourd'hui, on peut répondre. Alors, dans des verticales spécifiques, on cherche pas à équiper les assureurs ou les banquiers, on est plutôt sur les univers de logistique, transport, sécurité défense, santé, collectivité, retail et industrie. Et puis, j'oublie bâtiment et agriculture. Voilà, des endroits ou des verticales où finalement, les usagers sont amenés à utiliser leurs terminaux dans des conditions à la base hostiles pour la technologie, mais avec un usage assez intensif. Donc ça a été vraiment un vrai développement qui s'est accompagné, comme je le disais, de rencontres. Donc on a parlé de David Eberle, on peut parler de Lutz Meyer, qui est un des fidèles, parce qu'il va fêter lui aussi ses 10 ans chez Crosscall l'année prochaine et qui aujourd'hui est en charge de tout le volet technique. On se parle de Bertrand Chesky, qui lui a fait 20 ans de produits électroniques chez Decathlon, donc à l'innovation, et qui aujourd'hui est à la tête de tout le développement produit. Et Laurent Lab, qui lui a pris la tête de la structure Hong Kong pour piloter toute la production, suivre les partenariats, la qualité des produits, etc., etc. Donc on a une bascule aussi qui s'est faite d'un point de vue chiffre d'affaires, où finalement le B2B a pris le pas sur le B2C. Et il y a une branche du B2B qui devient un véritable axe stratégique et prioritaire, qui est celui de la sécurité défense. Parce que suite aux attentats qu'on a connus il y a quelques années, suite au contexte géopolitique qu'on connaît actuellement, avec à la fois le Covid, à la fois la guerre en Ukraine, en fait, il y a de nouveaux besoins qui émergent sur la sécu défense, un besoin d'une recherche de souveraineté. Donc, d'avoir la possibilité de s'appuyer sur des produits fabriqués en France ou au minimum en Europe pour pouvoir maîtriser ce qu'il y a dedans et pas avoir le sentiment d'être écouté à l'autre bout du monde. Toute une notion autour de la sécurisation des données et des communications. Donc, ça, c'est du soft, la possibilité de véritablement adapter le produit pour qu'il ait le niveau d'exigence nécessaire et requis. Et le dernier volet, c'est la nécessité de créer une interopérationnalité entre les différents organismes de secours. Le constat qui a été fait lors des attentats, c'est qu'il y a eu une surcharge du réseau et que surcharge de réseau entraîne que s'il n'y a rien qui est fait pour prioriser l'accès au réseau pour ceux qui en ont vraiment besoin, tout le monde est dans la même situation et plus personne ne peut communiquer avec personne. L'autre constat, c'est que le gouvernement français s'est projeté dans l'accueil de la future Coupe du monde de rugby et bien entendu des Jeux olympiques de Paris 2024. Donc, la nécessité d'améliorer le système de communication entre les différentes entités. Il y a aussi d'autres constats comme un exemple tout bête qu'on connaît malheureusement de plus en plus, incendie de forêt dans un pays. Les pompiers locaux ne sont pas en capacité de combattre le feu tout seul, donc ils font appel à leurs voisins. Sauf que quand les voisins arrivent, finalement, personne ne peut communiquer puisqu'ils n'ont pas les mêmes outils. Donc voilà, donc il y a ces constats-là et nous, très rapidement, en fait, on a pris une avance technologique sur ces besoins-là, ce qui nous a permis, entre autres, de remporter ce fameux marché de la police et de la gendarmerie
Donc, c'est le plus gros marché téléphonie en Europe l'année où il a été délivré. Donc, c'est 270 000 produits, donc smartphones, tablettes et accessoires, pour équiper l'ensemble des policiers et des gendarmes et véritablement se positionner comme un acteur clé et un partenaire en fait dans l'accompagnement de l'amélioration des outils de communication des forces de sécurité. Entre autres, petit aparté, on est le seul fabricant au monde à embarquer une bande qui s'appelle la bande 68, donc qui est une bande de fréquence qui est réservée au ministère de l'Intérieur et sur laquelle, en cas de sinistre, tous les terminaux identifiés peuvent basculer et donc du coup peuvent profiter d'une voie royale pour communiquer en dehors de toute surcharge de réseau. Tout à l'heure, tu as parlé de souveraineté, de sécurité, d'interopérationnalité. C'est ça la mission de Crosscall en tant que marque? La mission de Crosscall en tant que marque, c'est de créer des produits qui répondent aux besoins de ses utilisateurs aujourd'hui et pour demain. Et parmi ces utilisateurs, il y a les forces de police, de sécurité, etc. Il y a les utilisateurs du monde de l'entreprise et il y a le grand public. Chacun a des besoins différents, des niveaux d'exigence différents, souvent, bien entendu, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on peut aujourd'hui équiper la BRI à Paris avec leur niveau d'exigence en termes de fiabilité, de réactivité, c'est que le produit il peut équiper beaucoup d'autres utilisateurs qui ont les mêmes besoins, mais peut-être à des niveaux d'exigence un peu inférieurs. Voilà. Et notre promesse globale, notre mission globale, c'est aussi d'être dans un modèle de durabilité. Et ça, c'est vraiment la ligne, le fil rouge, le fil directeur de notre mission, c'est de proposer des produits qui, au-delà d'être performants et de répondre aux besoins, vont avoir la durée de vie la plus longue possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est le suivant, c'est 70% de l'impact de nos produits sur l'environnement se fait au moment de la fabrication. Donc aujourd'hui, réduire cette empreinte, c'est possible, mais en même temps, c'est difficile. Ce qu'on peut faire par contre, c'est la lisser dans le temps et faire tout ce qui est possible pour nous dès la conception pour que le produit il ait la durée de vie la plus longue possible. Donc ça passe par des choix en termes de conception, on va dire des conceptions mécaniques, mais aussi conception soft. Conception mécanique, c'est par exemple le fait de le faire tomber, tomber sans le casser. Ce genre ça va être choisir des matériaux qui vont être plus résistants, qui vont permettre d'absorber les chocs, choisir les meilleurs écrans en termes de résistance au choc pour qu'on ait moins de casse. Mais c'est aussi des choix d'un point de vue d'abord hard, c'est-à-dire partir sur des composants qu'on appelle des composants long life, donc qui vont être suivis dans le temps en termes de mise à jour Android, mise à jour sécurité, etc. Et c'est aussi des choix de conception en termes de fabrication pour que le produit soit plus facile à réparer. Donc aujourd'hui, sur les 2 derniers produits de la gamme Core, on est sur des notes de 9,1 sur 10 en termes de réparabilité. Donc c'est un indice qui est imposé par le gouvernement. Donc tout le monde se plie. Et voilà, aujourd'hui, nous, on a parmi les meilleures notes. L'objectif étant vraiment d'être dans non seulement nos produits sont fiables, ils cassent moins, mais s'ils ont un problème, c'est plus facile de les réparer pour pouvoir leur prolonger leur durée de vie. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir les réparer pour pouvoir les reconditionner, les remettre sur le marché pour une 2e vie, une 3e vie, etc. Et le dernier point important, c'est qu'on est engagé dans un modèle de réparabilité et de reconditionnement avec des pièces d'origine et non pas avec des pièces dont on ne sait pas d'où elles viennent, comme c'est le cas aujourd'hui sur un grand nombre de plateformes où on peut acheter des produits reconditionnés. On ne sait pas avec quoi ils ont été reconditionnés. C'est-à-dire qu'ils ont tout l'aspect d'un produit neuf, mais on ne sait pas si il a été reconditionné avec la même batterie qu'à l'origine, avec le même écran ou avec les mêmes composants. Donc ça pose d'autres problèmes d'un point de vue légal, mais nous on s'engage dans cette approche-là. Ils sont reconditionnés où? Les nôtres, ils sont reconditionnés en France. Notre partenaire qui s'appelle Cordon, qui est à Dinan. J'ai vu également que vous aviez des téléphones qui étaient garantis 5 ans. C'est exceptionnel. On est la seule marque au monde à proposer une garantie constructeur 5 ans. Donc ça veut dire que s'il y a un problème lié à la conception et à la fabrication du produit, pendant 5 ans, les réparations pièces et main-up sont prises en charge par Crosscall. On s'engage aussi sur un suivi, donc on en a parlé tout à l'heure, des montées d'OS et aussi un suivi des patchs de sécurité pour faire en sorte que le téléphone il soit toujours à un niveau de sécurisation optimal, même au bout de 5 années d'utilisation. Ça veut dire que le respect de l'environnement, même l'anticipation du respect de l'environnement, est extrêmement important dans les valeurs de Crosscall. Comment ça s'exprime en communication? Tout le challenge, c'est que
Tout ça a bien entendu l'objectif d'être dans une démarche de respect de l'environnement. En même temps, on est bien conscient qu'on fait des produits électroniques et que quand on fait de l'électronique, c'est compliqué de dire qu'on est propre. Donc, on est plutôt sur une démarche responsable pour essayer de faire bouger les lignes dans l'univers de la technologie et d'aller vers une technologie qui soit plus responsable. Donc, la thématique sur laquelle on communique, c'est avant tout la durée de vie de nos produits pour, encore une fois, lisser leur impact dans le temps et éviter une surconsommation, éviter d'être dans la course à l'innovation où finalement on se rend compte que certes, il y a de l'innovation, mais elle est quand même bien moins importante qu'il y a quelques années. C'est normal, le produit arrive un peu à maturité. Alors, il y a encore plein de choses à faire, mais il y a des sauts d'innovation qui sont quand même un peu moindres. Et là, tu parles du smartphone en général. Du smartphone en général, ouais, il y a encore plus dans le grand public. Dans le monde de l'entreprise, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, il y a encore plein de choses à faire. Le smartphone est encore un aspirateur d'usage. Et il va encore révolutionner des missions de terrain. On est vraiment en plein dedans, en plus en ce moment chez nous. Mais voilà, donc on travaille surtout, on communique surtout sur la durabilité et la durée de vie. Alors, durabilité, voilà, c'est toujours difficile. C'est des mots qui sont difficiles à utiliser. Aujourd'hui, ils sont très cadrés, enfin de plus en plus cadrés. Et puis, chacun a un peu sa lecture personnelle du mot durabilité. Donc, voilà, on tâtonne aussi. Durabilité, c'est une chose. Conçu pour durer, c'en est une autre. Durée de vie prolongée, c'est encore plus clair. Voilà. Sauf que derrière la notion de durabilité, on peut y mettre beaucoup de choses. Après, à nous d'arriver à essayer d'expliquer ce qu'on y met. Mais on est assez content parce qu'on a des retours où on a l'impression que ce message d'engagement, en tout cas, il passe et il est compris. Quand tu parles de ces retours, c'est des retours clients ou enfin B2B ou plutôt des retours consommateurs? C'est un peu tout. B2C. Ça peut être à la fois des retours clients qui, sur les appels d'offres, sont particulièrement dithyrambiques sur notre approche RSE, c'est-à-dire que au-delà de la vision produit, il y a toute l'approche autour de l'entreprise, c'est-à-dire la qualité de vie au travail, l'engagement local, etc. Où ils sentent que voilà, c'est pas juste des mots qu'on a mis sur du papier ou sur une slide PowerPoint, mais qu'il y a un vrai engagement global au niveau RSE. Donc ça, c'est plutôt pour les potentiels clients. Après, ça peut être des échos de partenaires, prestataires, clients finaux qui saluent cet engagement. Voilà, on a eu des échos là sur la partie réparabilité où on vient saluer cette volonté d'être dans une démarche de non, moi je vous invite à réparer votre produit en fait. Gardez-le encore un peu. Il a encore la campagne, il a encore tellement d'histoires à raconter. Parce que nos téléphones, on les emmène partout et on n'a pas peur de les emmener partout. Donc automatiquement, ils sont marqués par la vie. Ils sont marqués par une chute lors d'une sortie outdoor. Ils sont marqués par le chien qui l'a mordu parce qu'à un moment donné, il l'a pris pour un os. Ils sont marqués parce que l'enfant en bas âge l'a attrapé et l'a fait tomber dans la baignoire. Enfin, il est marqué par la vie. Tout ce qu'on connaît au quotidien. Voilà. Et du coup, c'est aussi une certaine fierté en fait d'avoir ce téléphone et puis de le regarder et de se dire ah oui, ça c'était ci, ça c'était ça. Bah là, l'idée c'est de dire bah nous on vous accompagne dans le fait que vous allez le garder encore un peu plus longtemps parce qu'en fait, il fonctionne encore. Justement, tu as parlé d'une campagne. On a encore beaucoup d'histoires à raconter. C'est ça? Ouais. Cette campagne est sortie quand? C'est la campagne qui tourne là depuis le 1er mars. D'accord. Vraiment sur l'approche réparabilité de nos produits. Voilà. Après, il y a. C'est une campagne qui a été faite en interne ou plutôt? Ouais, c'est une campagne qu'on a fait en interne. Okay. On mixe, en fait, on travaille à la fois en interne. Donc, on a un service marketing aujourd'hui qui est composé d'une vingtaine de collaborateurs avec un pôle communication, un pôle événementiel, un pôle direction artistique contenu, un pôle création artistique et un pôle trade marketing. Donc, on a la chance d'avoir des ressources à la fois en création de contenu, en conception, rédaction, et puis d'avoir des idées. Donc, du coup, quand on peut, on arrive à faire en interne. Et après, sinon, on s'appuie sur des agences externes. D'accord. Par exemple, en 2018, vous avez une communication qui était plus axée sur l'outdoor avec Mike Horn, qui a fait une campagne, je crois, télé, si mes souvenirs sont bons. Fin 2022, j'ai vu une campagne sur les réseaux sociaux avec les pompiers, la police, les héros du quotidien. Aujourd'hui, vous êtes avec une autre approche sur la durabilité. Vous évoluez dans le message. Oui, alors après, ces campagnes, elles marquent aussi un petit peu l'évolution de la marque. C'est-à-dire que quand on sort le Tracker X-Cam, donc qui est le premier smartphone avec une Action Cam Inside, c'est-à-dire que la promesse était d'avoir l'équivalent d'une GoPro dans son téléphone et donc du coup d'avoir à la fois les bénéfices, c'est-à-dire capturer
en grand angle avec de la stabilisation des images d'action, sans les inconvénients, c'est-à-dire de pouvoir les monter directement sur son téléphone et de pouvoir les partager instantanément plutôt que d'avoir à décharger la carte SD, de sortir l'ordinateur pour faire un montage, etc. On était vraiment dans un positionnement marque outdoor à destination des pratiquants et des passionnés. Donc, Mike-Horn était l'ambassadeur idéal. Donc, pour le coup, là aussi, on a géré ça en interne. C'est-à-dire que c'est nous qui avons pris contact avec lui et on a raconté l'histoire avec lui pendant une année et demie, où il a pu, avant qu'on signe le partenariat, il avait utilisé les produits dans sa précédente expédition pour valider le fait qu'ils étaient faits pour ce qu'ils faisaient. Et puis, on a raconté cette histoire qui allait très bien à cette époque de la vie de l'entreprise. Ensuite, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a une espèce de virage B2B qui s'est enclenché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de notre chiffre d'affaires est fait par le B2B. Et finalement, ça s'est ressenti aussi sur la roadmap. C'est-à-dire qu'on a sorti beaucoup plus de nouveaux produits orientés gamme core, donc orientés B2B, ce qui nous a amené à faire des campagnes plus fortes sur cet univers B2B. Mais en même temps, cette campagne des héros du quotidien, elle est assez particulière parce qu'en fait, on parle d'usage professionnel, mais à travers un spectre B2C, parce qu'on rentre par le regard des enfants. Et c'est ce qu'on voulait, et c'est souvent ce qui est assez compliqué pour nous, c'est que la frontière entre le B2B et le B2C, elle est toujours difficile chez nous, parce qu'on n'a pas non plus un catalogue énorme et qu'on ne veut pas non plus se fermer toutes les portes. Donc, ces produits, ils sont typés pour le B2B, mais on sait aussi que certains acteurs B2B vont utiliser leurs produits aussi bien en vie pro qu'en vie perso et que finalement, leur téléphone ne doit pas être stigmatisant aux yeux des autres. Non, ils ont avant tout un produit qui leur permet d'accomplir leur mission du quotidien. Et pour le coup, souvent, ce sont des gens qui ont des métiers un peu particuliers. Et on en revient à, on n'a pas parlé, mais la thématique centrale de notre plateforme de marque qui est tracer son propre chemin. Et aujourd'hui, Crosscall, depuis 15 ans, elle trace son propre chemin dans le monde de la téléphonie. Mais on se plaît à dire qu'on accompagne aussi tous ceux qui tracent leur propre chemin au quotidien, donc nos utilisateurs, parce qu'ils vont avoir des métiers particuliers, parce qu'ils vont avoir des usages particuliers, parce qu'ils vont avoir des passions particulières et qu'ils ont besoin d'un téléphone qui est adapté à ce qu'ils font au quotidien. D'accord. Tu as parlé de la plateforme de marque, de la mission de la plateforme de marque. Oui. Qui est, tu peux me le répéter? Le message central, c'est tracer son propre chemin. D'accord. Elle a été construite en interne? Non, elle a été construite en partenariat avec l'agence Saatchi & Saatchi, avec qui on a travaillé pendant plusieurs mois. Elle s'est accompagnée d'une refonte du logo, donc on a gardé la puissance du C, mais on est venu en fait tracer un chemin, un endroit du C. Donc c'est la symbolique de tracer son propre chemin, et finalement ce chemin, il vient créer deux parties au C et il rappelle le schéma du cycle de recyclage infini, c'est-à-dire ces deux flèches qui tournent à l'infini pour aller souligner l'engagement dans lequel on est en termes de durée de vie de nos produits. Donc, écoute de nos utilisateurs, définition du cahier des charges, mise en place de standards en termes de résistance, d'endurance, etc. Et puis ensuite production et ensuite cycle de vie multiple. Parce que première main, réparabilité, reconditionnement, etc., etc. Aujourd'hui, on est même on remporte des appels d'offres et on signe des appels d'offres dans lesquels on s'engage à récupérer en fait la flotte à la fin du contrat pour la reconditionner, la remettre sur le marché, et donc du coup la flotte qui aura été utilisée pendant 3 ans aura encore une valeur pour le client et nous on va la racheter à cette valeur-là. Donc, on est vraiment dans ce cycle. Donc, c'est ce qu'on a voulu aussi exprimer à travers le logo. Et du coup, on a fait disparaître l'outdoor mobile technology parce qu'aujourd'hui, la promesse, elle est plus large. Et on a plus une signature de marque aujourd'hui qui est This is how we live, qui va dans le sens de tracer votre propre chemin. C'est, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vit. Et c'est comme ça qu'on vit tous ensemble. C'est-à-dire toute la communauté qui se reconnaît dans les promesses de la marque et qui aujourd'hui utilise les produits. Alors après, on a bien joué avec ce This is how we live, This is how we work, This is how we sell, This is how we engage, etc., etc. Mais voilà, l'idée de marque, c'est tracer son propre chemin et ensuite, elle est très axée sur la différence et la durabilité. La différence, ça va de soi. Si on trace son propre chemin, c'est qu'on suit pas les autres. Et du coup, la différence, elle est ancrée chez nous, donc quasiment tout ce qu'on fait. On essaie de se dire, OK, est-ce que c'est différent de ce que font les autres?
Est-ce que dans cette situation-là, on aurait pu mettre un autre téléphone ou est-ce que c'est le nôtre? Comment est-ce qu'on peut animer notre communauté différemment? Comment est-ce qu'on peut animer nos ventes différemment? Alors après, il y a des fois, c'est plus facile que d'autres, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui nous anime. Et l'autre pilier, c'est en effet la durabilité avec à la fois durée de vie de produit, donc résistance, mais aussi fiabilité, accompagnement, etc., etc. Ça, c'est un gros travail qu'on a réalisé avec l'agence, qui a donné lieu à un film de marque qu'on utilise et dont le message principal, c'est et si votre smartphone était enfin plus durable. Voilà, s'il était enfin conçu pour durer. En termes de communication, tu as dit que vous étiez énormément présent en online, essentiellement du online. En revanche, vous avez un voilier. C'est quoi ce projet? Donc, c'est un projet qui s'appelle le Crosscall Selling Team. C'est un projet sur lequel on est engagé depuis 3 ans et qu'on a renouvelé là pour 2 nouvelles années. C'est un projet dans lequel on est partenaire avec Aurélien Ducrot. Aurélien Ducrot, c'est un double champion du monde de ski freeride avec lequel on travaille depuis de nombreuses années, plutôt sur la partie montagne, et qui s'est mis à la voile il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui mène une double carrière, même si sur la partie montagne et ski, il fait plus de compétition, mais il continue de créer du contenu et il continue d'animer la communauté ski avec ses contenus. Et en 2019, il nous a proposé d'embarquer dans un projet avec Louis Duc. Le bateau était déjà existant. Finalement, il suffisait d'aller habiller la coque et de partir pour la Transat Jacques Vabre. Donc, on a sauté sur l'occasion parce que l'investissement n'était pas énorme par rapport à ce que va être un projet voile et que du coup, c'était un excellent test pour voir les retombées d'un projet comme ça. Et finalement, en 3 mois, on a réussi à donner l'impression qu'on était engagé dans ce projet depuis plusieurs années et à donner aussi cette impression dans le monde de la voile, de dire mais comment vous avez réussi à... Enfin, on a eu des échos. Comment vous avez réussi à faire tout ça en 3 mois? C'est pas possible. Donc, on a été, bien entendu, assez fiers et en même temps, on a eu beaucoup de retombées médiatiques. Et on était dans cette période un peu charnière entre la marque très établie dans le monde de l'outdoor, qui a fait des partenariats avec l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, avec le Freeride World Tour, avec le Rock d'Azur, avec le High Five à Annecy. Et puis, cette réalité business, où finalement, on avait une bascule qui se faisait vers le monde de l'entreprise, donc la nécessité aussi d'adapter nos prises de parole et nos partenariats. Et on a fait le constat que finalement, la voile cochait beaucoup de cases. C'est-à-dire que ce sont des projets qui permettent d'embarquer toutes nos cibles. Sur la partie grand public, l'aventure humaine, le fait d'avoir un marin qui affronte l'Atlantique à bord de son bateau, cette notion de proximité face aux éléments, voilà, ça marche extrêmement bien. On voit le nombre de joueurs à Virtual Regatta quand il y a la Route du Rhum, quand il y a la Transat Jacques Vabre, ça vient bien au-delà de ceux qui pratiquent uniquement la voile. Voilà, cette dimension aventure humaine, elle fonctionne extrêmement bien. C'est un support qui est très esthétique, donc on fait des magnifiques images. Le support en tant que tel est très grand, donc on a une visibilité logo qui est juste fantastique. C'est un sport qui est très affinitaire chez les décideurs d'entreprise parce que soit ils font de la voile à titre perso, soit il leur arrive régulièrement de louer un bateau l'été pour aller naviguer, je sais où, moi, en Corse ou autre part. Donc du coup, il y a une relation au sport qui est beaucoup plus forte qu'avec le trail, qu'avec le VTT, qu'avec le ski. Voilà, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de les amener à bord aussi, parce que c'est plus facile d'embarquer des gens à bord d'un bateau que de leur faire mettre une paire de baskets et de les emmener courir autour du Mont Blanc. C'est un outil RP alors aussi. Donc c'est aussi un outil RP. Sur la cible B2G, donc gouvernement, ça pose pas de problème. Nos contacts sont au courant, connaissent ce sport-là et il permet aussi d'alimenter la politique RSE. Donc ça va en fait dans la lignée de nos engagements RSE. Et enfin, 2 derniers points. Un qui est, les 2 sont particulièrement importants. Le premier, c'est le fait que c'est un sport qui nous permet d'embarquer l'interne de manière bien plus importante que ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent parce que les courses ont lieu pendant la semaine, pendant plusieurs jours. Donc, du coup, on peut suivre, on peut appeler Aurélien alors qu'il est en pleine course au milieu de l'Atlantique, lui poser des questions, savoir comment il va et surtout sentir
son état de forme entre 3 jours de course et 18 jours de course. On sent qu'on n'a plus forcément la même personne au bout du fil, mais ça, on peut pas le ressentir avec un autre sport. Et le dernier point, c'est qu'on est aussi dans une projection où le bateau est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour nos produits, parce que nos produits font véritablement partie de l'équipement du bateau. Donc, on a des tablettes qui servent d'écran de retour à Aurélien, donc il s'en sert quotidiennement. Il se sert de son téléphone pour créer du contenu, pour gérer son pilote automatique. Donc, on a aussi cette dimension technologique et toute l'histoire qu'on raconte autour de la création de ce prototype. Voilà, on est parti d'une feuille blanche. Enfin, Aurélien est parti d'une feuille blanche à créer un prototype avec tout ce que ça induit en termes d'innovation, d'optimisation continue, de recherche de fiabilité, etc. Ce qui est notre quotidien à nous, mais dans le monde de la téléphonie. Ça veut dire que ce voilier n'est pas qu'un outil de communication. C'est bien entendu un outil de communication. C'est un outil RP, un outil de motivation interne, un outil de R&D, oui, et commercial. Et surtout, on avait la volonté de ne pas apparaître comme un simple sponsor. Donc, tout de suite, dans la manière avec laquelle on a raconté le projet, on s'est positionné véritablement comme partenaire technique, partenaire humain. On a constitué une équipe. Voilà, on est vraiment dans ce schéma-là. Aurélien est venu plusieurs fois à la rencontre des salariés. Il est venu en séminaire avec nous. Voilà, on est vraiment engagé dans le projet, au-delà de dire, voilà, la voile est grande, on va mettre un grand logo et on va espérer avoir des retombées RP. On a tout un travail de, bien entendu, communication, recherche de visibilité à travers la création de contenu. Là aussi, on essaie d'être différent des autres. Donc, la première année, on a fait la transition entre la montagne et la mer avec Aurélien qui a chaussé ses skis de montagne et qui est parti en ski nautique derrière son bateau. Donc ça avait jamais été fait. La deuxième année, on est parti sur une approche où on a filmé des images en drone FPV, donc ces drones hyper rapides qui viennent tourner autour, et en même temps, on est allé jouer avec les bruits du bateau. Donc, on était dans un univers sensoriel où finalement, à la fois, on avait des images assez incroyables de ce bateau et en même temps, on entendait les bruits, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait que les bruits du bateau. Et l'an dernier, on est parti sur un contenu filmé de nuit, où là encore, on a fait jouer des drones avec un drone lumière, donc qui éclairait le bateau dans la nuit, et un drone de captation d'images. Et on est venu communiquer sur finalement le duo que forment le bateau et son skipper dans une course en solo, qui était la route du Rhum. Donc de prendre un pied de nez, et finalement cette vidéo, elle s'appelait Duo, là où finalement c'était une course en solo, mais avec une approche artistique en termes de contenu, qui nous a valu de... avoir des reprises dans l'équipe TV, Canal+, et Stade 2. Donc, du coup, voilà, de l'exposition visuelle qui est bien entendu hyper intéressante dans le cadre de ce type de partenariat. Ok. Aujourd'hui, c'est votre activation principale annuelle en termes de communication ? Oui. C'est quasiment la seule parce qu'elle, encore une fois, elle coche beaucoup de cases et puis qu'on a beaucoup de projets et qu'à un moment donné, il faut aussi se concentrer et optimiser les investissements qu'on fait pour essayer d'en avoir un maximum de retombées, quoi. Les valeurs, si tu devais les résumer en 3 ou 4 points. Ça tombe bien parce qu'on en a 3 dans la plateforme. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, hein. Il y a la fiabilité, la durabilité et l'innovation. L'innovation, c'est ce qui nous permet au quotidien d'essayer de nous différencier et de répondre toujours au plus proche des besoins de nos utilisateurs. C'est le fondement même de la marque, c'est-à-dire que quand Cyril Vidal se retrouve et fait le constat qu'il n'a pas le bon téléphone s'il lui arrive une problématique en mer, il identifie un besoin en fait. Ce besoin continue d'être au cœur de la stratégie de l'entreprise, que par exemple, on a Damien qui travaille dans l'équipe produit aujourd'hui, il a 3200 innovateurs dans une communauté avec qui il échange au quotidien. Et il a 300 bêta-testeurs à qui il va envoyer des téléphones qui vont être en cours de développement pour leur poser la question de qu'est-ce qui marche pas, est-ce que les boutons sont au bon endroit, pas au bon endroit, qu'est-ce que vous aimeriez. Donc ça va de prise en main de téléphone à juste des questionnaires, prise de température, c'est quoi vos irritants, etc., etc. Qu'est-ce que c'est un irritant ? Un irritant, c'est un truc qui agace tous les jours, quoi. Ah d'accord, ok. C'est pour le consommateur, d'accord. Je croyais qu'il y avait un point particulier. Mais ça peut être un irritant pour un professionnel comme pour un usager du grand public. Donc c'est vraiment ce qui vient nourrir en fait les équipes produits derrière. Et c'est exactement la démarche qu'on a suivie avec le projet Néo, donc police gendarmerie.
où on a fait énormément de workshops terrain pour aller comprendre en fait comment ils utilisent, en tout cas comment ils utilisaient leur précédent smartphone, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et vers quoi ils voulaient tendre. Et en gros, sur ce projet-là, et c'est ce vers quoi on se projette avec le projet industriel autour de Crosscall, c'est finalement on leur a construit un téléphone pour eux, à l'inverse des aujourd'hui grands constructeurs qui vont plutôt répondre à des appels d'offres avec des appareils qui sont en catalogue. Nous, on va avoir la démarche inverse, c'est-à-dire que sur des appels d'offres comme ceux-ci, où il y a 200 et quelques mille mobiles, on va plutôt être dans l'approche de dessiner un produit pour eux. Et puis, une fois que le produit existe, comme il peut correspondre aux plus exigeants, il correspondra à d'autres qui ont des besoins équivalents, avec peut-être un degré d'exigence un peu moindre, mais ils auront un produit en main qui aura été pensé et repensé. C'est-à-dire que l'équipe marketing produit, quand tu dis fait des workshops, elle va sur le terrain, elle va accompagner. C'est quoi? C'est du design thinking que vous faites? C'est une méthodologie particulière? Alors après, la manière avec laquelle ils mènent leur workshop, etc. Nous, on n'est pas impliqués là-dedans, donc je connais pas le nom de leur méthode, mais ils sont allés rencontrer des pompiers, des policiers en commissariat, des policiers, comment on appelle ça, des motards, des CRS, etc., pour dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec? Quels sont vos besoins, qu'est-ce que doit être votre utilisation de demain pour faire remonter en fait toutes ces informations. Donc on en arrive à dire voilà, sur le produit qui est destiné aux policiers gendarmes, il faut X boutons personnalisables parce que il faut que en une pression d'un bouton, ils puissent communiquer à la manière d'un talkie-walkie. Il faut qu'ils puissent d'une pression sur un bouton déclencher une alarme pour dire que ils ont besoin d'aide parce que ils sont tombés, ils sont tout seuls ou je ne sais quoi. Qu'ils ont besoin d'être géolocalisés de manière précise, etc., etc. Et ça ne passe que par ça, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre différence et notre atout, c'est cette proximité qu'on peut avoir avec l'utilisateur, et l'utilisateur se rend compte que les inputs qu'il peut nous faire peuvent être traduits d'effets sur le produit. Donc ça, c'est une des particularités de travailler avec une marque française qui a quasiment toutes ses équipes sur le territoire et qui est à l'écoute de ses utilisateurs. Je rebondis sur la marque française. J'ai vu que vous aviez comme ambition de produire en France dans les années qui viennent. Alors, c'est plus qu'une ambition. C'est un objectif. C'est un objectif et l'objectif est enclenché. Et en effet, on a pour ambition de proposer le premier smartphone 5G franco-européen sécurisé à horizon 2024. Donc, pour ça, en fait, l'idée, c'est de créer une entité qui devient un véritable centre de pilotage à la fois R&D et à la fois industriel. Pour l'instant, tout porte à croire que le modèle économique peut être jouable et bien entendu que ça a beaucoup d'intérêt dans ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche de souveraineté, qui est un des objectifs du gouvernement, mais qui est un objectif des différents gouvernements européens, voire mondiaux, surtout dans le paysage géopolitique dans lequel on est en train de s'inscrire en ce moment, quoi. Tu as parlé de l'équipe marketing, une vingtaine de personnes. Ouais. Quel profil ou quel comportement, quelle passion il faut avoir pour bosser au marketing chez Crosscall? Déjà, il faut être impliqué et il faut avoir conscience de la chance qu'on a de pouvoir apporter notre pierre dans le développement de l'entreprise. Moi, ça fait bientôt 10 ans que j'y suis et en fait, l'entreprise, elle continue de grandir tous les ans et tous les ans, on fait des trucs nouveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et qu'on n'est pas dans un cycle où on refait la même chose tous les ans. Donc, ça peut être déstabilisant pour ceux qui aiment bien être dans un train-train régulier. Par contre, c'est hyper grisant quand on est plutôt dans un modèle où on a envie constamment de faire des nouvelles choses, de grandir, d'apprendre des nouvelles choses et d'aller sur des territoires qu'on connaît pas. Alors, ça a son lot de... Je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est pas le principe de la technologie, justement. Travailler sur les nouvelles technologies, tous les ans, en permanence, on est dans le renouvellement. Nous, on est passé quand même d'une entreprise où... en pas si longtemps que ça, une entreprise très orientée dans le monde de l'outdoor où on est allé sur des stands à Chamonix pour l'UTMB, on est allé à Verbier en Suisse pour le Freeride World Tour, on est allé à Fréjus pour le Rock d'Azur, pour finalement faire une bascule en quelques années plus sur des univers B2B avec toujours un lien avec le sport, mais qui se résume aujourd'hui à ce magnifique projet qu'est le Crosscall Selling Team, mais avec du coup... moins de présence terrain dans un univers outdoor sport, mais plus de présence terrain dans des salons métiers, salons revendeurs, etc. Donc, ça évolue.
c'est un renouvellement permanent, non pas en termes de technologie, enfin bien entendu en termes de technologie, mais c'est aussi un renouvellement permanent en termes de connaissance des clients, connaissance des cibles, connaissance, contrairement à d'autres marques qui peuvent être plus... Et connaissance des services aussi qu'on est amené à proposer à nos futurs clients. Typiquement, là, le monde de l'entreprise aujourd'hui, la commercialisation des smartphones est différente du monde du B2B. Aujourd'hui, les entreprises, elles ne cherchent pas un terminal, elles cherchent des solutions. Donc, le terminal est certes la pièce centrale de cette solution, mais nous, aujourd'hui, on vend quasiment pas de produits en direct vers les entreprises. On passe soit par les opérateurs, soit par les intégrateurs qui viennent rajouter des briques. La brique réseau, la brique application métier, la brique accessoire. Donc, nous, notre mission, c'est d'apporter un maximum de briques et d'être compatible avec un maximum de briques. Mais ce qui va rester et ce qui reste dans l'ADN de Crosscall, c'est que c'est pas parce qu'on communique dans le monde de l'entreprise qu'il faut pas communiquer de manière belle et de manière inspirante. D'où le spot de pub sur les héros du quotidien, où finalement la dimension comment dire, émotionnelle est assez forte, alors que on a un pompier, on a un pisciculteur et on a une technicienne dans les énergies renouvelables. Voilà, après, on peut faire de l'émotionnel autour de ces métiers-là, parce que si on le regarde et on les regarde avec le bon spectre, finalement, tout ce qu'ils apportent, ça peut être très émotionnel. Donc, cette dimension émotionnelle, pour les gens du marketing, c'est aussi important de bien connaître. D'accord. Et c'est aussi ce qui alimente notre différence dans la discussion et les échanges qu'on peut avoir avec nos clients. C'est-à-dire que nous, on arrive avec des éléments qui sont beaucoup plus visuels, beaucoup plus inspirants que nos concurrents qui vont plus peut-être se battre sur des specs, sur des caractéristiques techniques. Nous, on va plutôt répondre par de l'usage et par de l'inspiration. Et donc, du coup, on marque aussi notre différence dans ce territoire de j'ai une réunion avec un client, comment est-ce que je crée de l'émotion chez lui alors que je parle d'un téléphone ou que je parle d'une communication de groupe, quoi. Voilà, ça dépend par quel bout on l'attrape, quoi. D'accord. Si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de Crosscall dans 10 ans? J'aimerais qu'on dise que Crosscall a, à un moment donné, révolutionné le marché de la téléphonie et que elle a mis un coup de pied dans la fourmilière pour engager une prise de conscience sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir une approche beaucoup plus responsable de la téléphonie. Voilà, et que aujourd'hui la course à l'innovation c'est bien, mais ça doit se faire dans une optique quand même de alors c'est un mot qu'on a utilisé beaucoup, mais de durabilité, c'est-à-dire long-termiste, et que aujourd'hui on doit avant tout être efficace, continuer d'avancer dans le progrès au sens large, mais en étant conscient aussi du monde qui nous entoure. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Cet échange, c'était un plaisir. Pareil, merci beaucoup. Vous venez d'écouter 30 minutes de Marc au Soleil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à le partager avec des amis sur les réseaux sociaux et bien entendu à faire des commentaires. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode.